Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la maison de Christian. Je suis effectivement bien Christian Pesset. Alors, la maison de Christian, c'est la seule émission entièrement consacrée à la construction, à l'aménagement, à l'entretien, à l'équipement de votre logement. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter ou à nous voir. Donc, d'une part sur les réseaux sociaux, sur reno-info-maison.com et en podcast sur les principales plateformes donc dédiées à ce type d'exercice. Comme d'habitude, je vais vous donner un certain nombre de conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. Je répondrai à la question d'une internaute dans la rubrique « Invité ». En revanche, nous irons là sur un chantier. Le chantier, on le verra, d'installation d'une PAC hybride gaz. Et bien sûr, je vous ferai part d'un coup de cœur produit comme chaque semaine. Je vous parlerai là d'un rénovateur tout à fait étonnant. Alors, vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude tous les samedis matins sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook du site reno-info-maison.com, mais aussi sur une page Facebook dédiée. Vous la retrouverez aussi sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Je le disais il y a quelques instants, et sur maintenant une chaîne YouTube spécifique. Et pour commencer, on va donc aller sur le chantier d'installation d'une PAC hybride gaz. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la PAC hybride gaz et de son intérêt. J'ai voulu suivre les différentes étapes de son installation dans une maison individuelle caractéristique des années 70 dans un quartier résidentiel. On a opté ici pour le remplacement d'une chaudière fioul de belle qualité mais assez ancienne pour un ensemble hybride de dernière génération, un ensemble de Dietrich qui comprend une pompe à chaleur inverter de COP élevée puisque supérieure à 5, une chaudière gaz THPE offrant un rendement de 110% et assurant la préparation de l'eau chaude. Le coffret de comptage étant en limite de propriété, tout commence par la liaison gaz avec le sous-sol de la maison où se trouve la chaudière. Travail d'artiste à la mini pelleteuse pour creuser la tranchée à 50 cm de profondeur sans abîmer le jardin. Le tube cuivre gainé jaune est passé dans la tranchée jusqu'au percement dans le mur. On peut reboucher la tranchée dans les règles avec le traditionnel grillage plastique avertisseur jaune. À l'intérieur de la maison vient la préparation de l'alimentation gaz de la future chaudière. Un soin tout particulier est évidemment apporté aux brasures fortes et bien sûr à la fixation des tubes. Exit la vieille chaudière fioul, elle a fait son temps. Bienvenue à la chaudière gaz et à l'unité intérieure de la PAC. À partir de là, les équipes se partagent le travail. Pose de l'unité extérieure d'un côté, raccordement gaz et hydraulique à l'intérieur de l'autre, et raccordement électrique pour les deux équipements. On a opté pour une installation de l'unité extérieure sur console et plot anti-vibratile. Percement du mur et surtout liaison électrique comme frigorifique demandent un soin particulier et des compétences spécifiques. C'est du sérieux. Retour à l'intérieur. L'électricien finit son installation en multiconducteur sous tube apparent pendant que Théo et son jeune apprenti s'occupent de la plomberie gaz et eau. On est dans la précision et le niveau laser garantit les alignements. Apparition d'une curieuse bonbonne que j'avoue ne pas bien connaître. C'est l'installation d'une bouteille de découplage pour casser la pression entre circuit primaire et circuit secondaire du chauffage. On n'oublie pas évidemment le vase d'expansion flambant rouge et le circulateur. Bien sûr, il faut installer
l'évacuation de fumée. On se raccorde ici à l'existant en tubant avec un tube PVC pour rejoindre la ventouse en toiture. Pour être installateur, il faut aussi jouer les funambules, mais en toute sécurité. Il n'y a plus qu'à attendre l'agent de GRDF pour ouvrir le compteur. Il est ponctuel, on va pouvoir attaquer les tests d'étanchéité et de fonctionnement. Pas de problème, ça démarre au quart de tour. Purge des radiateurs un à un après rinçage et désembouage. Ça circule, ne reste plus qu'à paramétrer tout ça et ça demande de l'attention. Tout se fait depuis le tableau de bord de la chaudière. Les menus se succèdent pour assurer la concordance entre les équipements et pour régler l'installation. Dernier détail, le coup de pinceau de couleur jaune pour les tuyaux du gaz, de peinture bleue pour les tubes d'eau froide, rouge pour l'eau chaude. Toute l'équipe regarde en silence cette belle installation qui ne fait pas regretter l'ancienne. Dès le lendemain matin, l'eau chaude coule dans la salle de bain. Il faudra attendre l'hiver pour tester les radiateurs. On est impatient de mesurer les économies réalisées sur les budgets chauffage et eau chaude sanitaire. Chapeau l'équipe technique qui aura fait le travail en 3 jours et bravo pour l'équipement de haut niveau. Alors, retour donc en plateau, comme on disait à l'ORTF dans les années 60. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans une prochaine émission, je vous ferai un retour d'expérience, donc de dépenses, de comparaison, donc de consommation et de dépenses de chauffage entre la vieille installation fuel et la nouvelle avec la PAC hybride gaz. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, elle vient de Géraldine. Alors Géraldine me dit, je viens d'acheter une maison. Alors tenez, oui, il y a 23 ouvertures dans sa maison, c'est un véritable château. Il faut que je change 8 fenêtres et une porte. Tout le reste a été changé il y a une dizaine d'années en PVC blanc. Toutes ces fenêtres sont en double vitrage et en très bon état. J'ai fait ma déclaration de travaux pour le changement de 8 fenêtres et de 2 portes. Alors, elle m'a été retoquée, elle m'a été refusée avec obligation de fenêtres en bois. Nous sommes dans un site dit remarquable, mais toutes les maisons autour ont des fenêtres en PVC blanc. Que faire? Et donc, c'est signé Géraldine. Alors, comme je l'ai souvent constaté et dénoncé, beaucoup de mairies, beaucoup de municipalités imposent pour le remplacement de fenêtres d'utiliser le bois, par exemple. Il s'agit en fait d'un véritable abus de pouvoir pouvant être déféré devant un certain nombre d'autorités. Or, on ne peut interdire de changer la nature du matériau de vos fenêtres. Les contraintes d'urbanisme ne concernent que l'aspect des matériaux et non pas leur nature. Alors plusieurs textes le confirment et ça depuis assez longtemps. Il y a par exemple une publication au journal officiel du Sénat du 8 novembre 1984, ça ne date pas donc d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que dit ce texte? Eh bien, je cite: les plans d'occupation des sols, qui sont devenus, vous savez, des PLU, plans local d'urbanisme, ne sauraient imposer des règles telles que la nature des matériaux de construction, les caractéristiques chimiques et telles que la nature de ces ouvrages. Il est dit aussi, le règlement de poste, en l'occurrence, donc du PLU aujourd'hui, ne peut obliger qu'un résultat fondé, notez bien, sur les caractéristiques esthétiques telles que l'aspect extérieur. D'une façon générale, il convient d'observer qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme ne permet d'obliger à l'emploi de matériaux d'une certaine nature. Alors, il y a eu aussi une question au gouvernement, le 10 octobre 1999, là encore, vous voyez, ça fait plus de 20 ans, sur le même thème. Alors, il a été répondu, c'est une question au ministre, je cite encore, « Ni les postes, ni les permis de construire ne sont autorisés à imposer la nature du matériau et sa composition. »
Alors vous pouvez faire un recours gracieux auprès du maire, auprès du préfet, et à la fin, vous pourrez aller au tribunal administratif, et en principe, je pense que vous aurez gain de cause. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un rénovateur de surface. Alors, vous savez, les matériaux de construction ont tendance à ternir et à devenir rugueux avec le temps du fait de leur exposition au soleil, aux UV, aux intempéries et aussi à la pollution. Alors, c'est le cas de à peu près tous les matériaux, de la pierre, du bois, des matières plastiques, des métaux, et c'est ainsi que ternissent de cette façon souvent, justement, on parlait tout à l'heure des fenêtres en PVC, mais aussi des volets, des portes, des barrières, des portes de garage également. Alors tous ces équipements et tous ces matériaux perdent de leur éclat, ils ont tendance à se décolorer, voire à se fendiller légèrement, enfin pour tout dire, ils se dégradent. Alors pour lutter contre ce vieillissement, il existe des rénovateurs, alors qui sont assez peu accessibles, il faut bien le dire, au grand public, mais que l'on peut trouver avec un petit peu de persévérance dans les négoces de matériaux professionnels, mais qui tolèrent la venue d'un certain nombre de particuliers. Alors, en l'occurrence, le produit, c'est un produit de la marque Griffon, qui vient de mettre au point donc ce rénovateur, il s'appelle rénovateur RPS 300. Alors c'est un produit hydrophobe, on va dire même, donc il repousse l'eau, ça imperméabilise les surfaces, ça les rend lisses parce que ça comble les micro-fissures ou les rugosités donc des matériaux. Ça les protège contre les UV, les ultraviolets pendant 5 ans, c'est ce qu'annonce le fabricant grâce à un film aussi donc de surface, un film invisible. Alors, contrairement à beaucoup de produits du même type qui sont sur le marché, c'est un produit sans solvant et donc à faible émission de COV. Ça respecte donc l'environnement ainsi que vos narines. Alors, ça s'applique comment? Eh bien, très facilement, avec un chiffon, avec une éponge, avec une brosse. C'est tout à fait élémentaire à appliquer. Il faut laisser sécher 24 heures, mais c'est tout à fait performant à partir de ce délai de 24 heures. Ça vaut autour de 35 € toute taxe. Ça s'appelle donc le rénovateur Griffon RPS 300 et il y a un site internet dont l'adresse s'affiche à côté de moi. C'est un produit extrêmement sympathique. Eh bien, voilà, la maison de Christian, comme d'habitude, touche à sa fin. Je remercie Adrien pour son travail de préparation à mes côtés, et puis aussi pour le montage et la diffusion chaque samedi de cette émission. Vous la retrouverez, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, vous la retrouverez sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, donc c'est en audio, sur LinkedIn, plateforme plus professionnelle, sur notre chaîne maintenant YouTube, La Maison de Christian, et sur la page Facebook du site, mais aussi de l'émission. Je vous encourage à bien entretenir votre maison, éventuellement à la reconstruire si elle en avait besoin, en tout cas à construire par exemple une extension, mais attention, n'allez pas au-delà de vos capacités, et donc faites appel à un professionnel pour tout ce qui les dépasse. C'est la garantie d'un travail bien fait, et souvent on gagne de l'argent à avoir recours à un bon professionnel. Je vous dis à la semaine prochaine.